Marianne Di-Crocci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites sur le rapport de Mers. Je vais en dire d'autres, tenter de ne pas trop répéter. En fait, ce que je veux faire ce matin, c'est situer un peu le rapport de Mers dans un ensemble plus large, parce que comme ça a été mentionné, le rapport de Mers ne sort pas de nulle part. C'est pas tout à coup qu'on se dit « Attention, la marchandisation de l'éducation s'en vient ». Il y a quelque chose à regarder du côté du rapport Robillard en 1993. D'ailleurs, je me suis amusée à le lire en prévision de ce matin. Bon, j'ai cette manie de lire des rapports et des documents gouvernementaux plates et les lire plusieurs fois. Donc, je veux situer dans cet ensemble-là, mais aussi, donc Annie vient de parler des éléments qui touchent directement à la formation générale dans le rapport, mais il y a aussi d'autres éléments quand on regarde ce qui est mentionné pour les formations techniques qui portent atteinte aussi à la formation générale puis à la place de la culture, de la vie intellectuelle dans les cégeps. Donc ça, et aussi peut-être identifier d'autres éléments qui sont déjà à l'œuvre dans nos institutions d'enseignement collégial et qui participent de ce mouvement-là de réduction de la place de la culture. Donc, alors, évidemment, j'ai regardé, comme je vous disais, le rapport Robillard. C'est fascinant parce que le discours qui est tenu dans ce rapport-là est vraiment, vraiment très similaire à ce qu'on retrouve dans le rapport de Mers. Donc, même, en fait, j'ai lu le document gouvernemental qui précède les projets de loi, donc qui mentionne le projet. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans ce document-là a été appliqué, mais quand on regarde les intentions concernant, par exemple, les changements de diplôme ou des changements dans la formation générale, il y a des choses très, très similaires. Donc, évidemment, je ne m'étendrai pas sur la réforme Robillard, là, mais on se rappellera que c'est notamment l'introduction de l'approche par compétences, la création de la commission d'évaluation de l'enseignement collégial, la transformation de la composition des CA, qui sont devenus majoritairement composés de membres externes. Ensuite de ça, il y a plein d'autres choses, là, mais je vais m'en tenir à ça pour l'instant. J'ai aussi lu le document qui a été préparé par le gouvernement suite à un forum sur l'avenir de l'enseignement collégial en 2004. Donc, on se rappellera de Pierre Reid, le ministre de l'Éducation de l'époque. Donc, à ce moment-là, justement, il y avait un tollé autour des cégeps. On parlait même de leur abolition complète, réduction de la formation générale. Tout ça, d'ailleurs, c'est ce mouvement-là qui a donné naissance à la NAPAC à l'époque. Donc, dans ce rapport-là aussi, on tient un peu le même discours d'adaptation de la formation au marché de l'emploi, d'adapter aux nouveaux besoins de la société. Même chose si on regarde plus récemment les documents de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial, donc sur l'assurance qualité. C'est toujours le même discours qui revient. Donc, on veut adapter le cégep aux besoins du marché, aux attentes de la société, sans jamais, par ailleurs, définir quelles sont ces fameuses attentes de la société. On veut former plus de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ça, c'est des expressions constantes. D'ailleurs, en fin de semaine prochaine, le Parti libéral du Québec tient un forum sur l'éducation. Si vous regardez les tables rondes, si vous regardez les intervenants, on est encore dans cette logique-là. Oui, et si vous avez 150 $ pour vous inscrire, vous pourrez aller entendre le dragon Alexandre Taillefer vous parler d'éducation. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le rapport de Mers, évidemment, il participe de cette logique-là. C'est pas une totale nouveauté. En fait, quand on lit tous les documents, par contre, ce qui frappe plutôt nettement, c'est l'absence de toute dimension culturelle ou intellectuelle qu'on accorde à l'éducation. Évidemment, on l'a dit, le rapport ne se penche pas sur la formation préuniversitaire. Donc, on peut se demander pourquoi le mandat qui a été donné, d'ailleurs, ne touche pas le secteur préuniversitaire. La formation générale, ce qui est inclus là-dedans, c'est en fin de rapport, après la conclusion, on ne fait pas une étude aussi approfondie qu'on le fait pour les autres sections. Donc, ce rapport-là traduit l'idée que l'enseignement collégial, c'est avant tout la formation de la main-d'œuvre. Quand on regarde le vocabulaire utilisé, c'est aussi frappant. Quand on parle des étudiants, il y a deux endroits dans le rapport, la page 53 et page 137. Bon, c'est deux citations que je vais vous lire qui disent en gros la même chose. On dit, c'est des moments où Guy Demers défend en fait la création de nouveaux diplômes qu'on permettrait de diplômer des étudiants qui n'auraient pas nécessairement tout leur cours de formation générale ou qui n'auraient pas réussi l'épreuve uniforme de français. Donc, on nous dit, notre société a-t-elle les moyens de se priver de la contribution productive de chacun de ses citoyens à son essor et à son avancement? Poser la question, c'est y répondre. Il nous dit aussi plus loin,
Donc, notre société peut-elle se permettre un tel gaspillage de ressources humaines après avoir tant investi dans la formation de ces jeunes? Donc, autrement dit, si on ne diplôme pas les étudiants qui n'ont pas atteint tous les objectifs, on vient de gaspiller des ressources à les former. Parce que, bien sûr, ces jeunes-là n'auront rien appris s'ils n'ont pas un diplôme qui leur permet d'occuper un emploi. Donc, c'est une vision quand même, on parle de nos étudiants en termes de ressources humaines. Je ne sais pas si c'est pas le regard que je porte sur mes étudiants et étudiantes, mais apparemment que c'est le regard que je devrais porter. Donc, ce qui disparaît, on le voit dans le rapport, dans le fond, quand on regarde le discours qui est tenu sur l'enseignement collégial, on voit vraiment une disparition de l'idée de l'éducation collégiale comme étant destinée notamment à la transmission d'un fonds culturel commun. Évidemment, cette idée-là peut être débattue, savoir qu'est-ce que c'est un fonds culturel commun, qu'est-ce qu'on doit enseigner pour transmettre un bon fonds culturel commun. Donc, mais on ne s'intéresse même pas à un débat comme ça. On veut finalement éliminer ça. Même en 1993, si on regarde le document de Mme Robillard, il reste quand même cette idée-là. Bon, évidemment, vous me direz que c'est elle qui a aboli un cours de philo, un cours d'éducation physique, qui a mis l'anglais. Donc, notamment dans le document, on dit que les cours d'anglais sont importants parce que dans un contexte de mondialisation, pour travailler, on a besoin de maîtriser la langue seconde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de cours d'anglais, c'est pas ce que je dis, mais la justification n'est pas l'apprentissage d'une autre langue, mais c'est l'apprentissage d'une autre langue en vue d'occuper un emploi. Bon, malgré tout ça, on a quand même, dans le rapport, il y a quand même quelque chose qui reste. On nous dit on réaffirme le fait que les cégeps, c'est la cohabitation de la transmission d'un fonds culturel commun, mais aussi d'une formation technique et préuniversitaire. Donc, dans le rapport de Mers, c'est comme si on évacue d'emblée tout ça. Donc, justement, ce discours d'adaptation de l'enseignement aux besoins du marché, aux besoins de la société, au fond, d'ailleurs, on peut se demander depuis 1993 là, si à force d'adapter comme ça, on va finir par se ramasser à enseigner directement dans les entreprises. Mais jusqu'à quel point on peut s'adapter et renouveler la formation, ça c'est une autre question. Mais dans le fond, quand on tient ce discours-là sur les cégeps, sur la formation qui est offerte dans les cégeps, ce qu'on dit, c'est que l'éducation, c'est quelque chose qu'on met directement au service du marché. On ne voit pas l'éducation comme un acteur de changement de la société ou comme un acteur critique dans la société. On l'a vu, ça a été mentionné par Annie. Et donc, à travers tout ça, la formation générale aussi, on vise à la transformer. Donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est le fait qu'il y aura de moins en moins de place à une posture critique, au développement des idées. Et donc, ce qu'on est en train de perdre, justement, c'est la capacité de développer un esprit critique. Donc, et là, on nous dit que, comme ça a été mentionné, on fait ça pour le bien des étudiants, parce qu'ils ne sont pas assez intéressés à la formation générale, ça ne les touche pas suffisamment. Donc, il faut leur permettre de choisir davantage, d'aller vers des cours qui sont plus en lien, des cours de formation générale plus en lien avec leur programme d'études, des cours de formation générale plus en lien avec leurs intérêts. Mais quand on fait ça, on n'est plus en train, du point de vue, en fond, de l'éducation, on n'est plus en train de sortir les étudiants d'eux-mêmes, de les amener ailleurs. On est en train de, c'est mal dit, j'allais dire tourner à vide, pas que nos étudiants sont vides, c'est pas du tout ce que je dis, mais finalement, on est toujours dans un effet miroir. Donc ça, c'est pour la question de la formation générale. Je ne développerai pas davantage parce que ça a été fait très bien par Annie, mais il y a d'autres éléments dans le rapport qui touchent à la formation générale. Donc tout ce qui est la question des diplômes ou des arrimages entre les différents ordres d'enseignement. Donc, on l'a mentionné, le fait que le rapport veut qu'on crée un certificat d'études collégiales pour pouvoir diplômer des étudiants qui n'auraient pas tous leurs cours de formation générale. Donc là, évidemment, ce qu'on est en train d'envoyer comme message, c'est que la formation générale, la philo, la littérature, c'est pas si important que ça, finalement. Aussi, l'idée de créer un DEC par cumul d'AEC. Donc, on diviserait les programmes des programmes techniques par module, et chaque module formerait une attestation d'études collégiales, et en les cumulant, on peut atteindre un DEC. La question que je pose ici, c'est comme on le sait, dans les AEC, il n'y a pas de formation générale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'en va vers un DEC technique qui ouvre à une possibilité de contourner la formation générale?
Le rapport aussi demande l'assouplissement des règles pour s'inscrire dans un AEC. Actuellement, on ne peut pas passer du secondaire et s'inscrire directement dans un AEC. Il faut avoir abandonné les études au moins 1 an ou être dans un programme, je crois, de formation à l'emploi. Mais donc, on ne peut pas passer directement à l'AEC. Donc, on doit, si on sort du secondaire, s'inscrire dans un programme d'études préuniversitaire ou technique au collégial. Donc, le rapport suggère un assouplissement qui permettrait peut-être plus facilement de s'inscrire directement dans un AEC. Donc, encore là, la question de la formation générale se pose. Une autre chose qui est préconisée, c'est d'augmenter le nombre de passerelles, que ce soit entre les DEP, les DEC, les DEP, les AEC, mais aussi les DEC et les BAC. Et dans le rapport, à la page 75, on se félicite que de plus en plus de personnes peuvent poursuivre des études universitaires sans emprunter le passage obligé de la formation collégiale préuniversitaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est finalement heureux qu'on puisse aller à l'université en évitant de faire un parcours préuniversitaire qui, peut nous donner peut-être une formation plus générale, plus culturelle. Donc tout ça, l'argument qui est utilisé dans le rapport, c'est l'argument de l'accessibilité aux études. On veut rendre les études plus accessibles à une clientèle diversifiée. Donc, il y a de plus en plus, il y a des étudiants adultes, des étudiants parents, des travailleurs qui veulent se perfectionner, des immigrants qui arrivent ici. Et on nous dit la formation générale, ça nuit à leur parcours. Ça ne les intéresse pas, ça peut être rebutant. Et ça, je ne l'invente pas, c'est dans le rapport, là. Le fait que les cours de formation générale sont rebutants, ça revient à quelques reprises. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, évidemment on le sait pourquoi, là, mais pourquoi pas aller vers mettre des moyens plus grands pour aider ces étudiants-là qui ont des parcours différents à réussir. Si on dit qu'on a de plus en plus d'étudiants adultes avec des enfants, pourquoi pas, et là, j'ai de l'imagination ce matin, pourquoi pas des services de garde pour les parents étudiants? Pourquoi pas plus de prêts et bourses, en fait plus de bourses, moins de prêts, là, pour avoir des moyens financiers suffisants pour s'investir correctement dans ces études. Donc, pourquoi pas investir plus dans l'aide à la réussite? Donc, tout ça, en fait, les nouveaux diplômes, les passerelles, c'est un moyen de diplômer plus de gens en évitant ce qu'on considère être des difficultés. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment j'ai envie de faire comme Guy Demers, est-ce vraiment dans l'intérêt des étudiants? Poser la question, c'est y répondre. Donc, ça, c'est pour ce qui est contenu dans le rapport. Donc, à la fois, la section sur la formation générale qui veut démanteler finalement complètement l'idée de formation générale et de formation générale commune, et les éléments qui touchent plus la diplomation, portent atteinte à la place de la formation générale, la place de la culture, la place de la pensée critique dans l'enseignement collégial. Donc, comme je vous le disais au départ, ça ne sort pas de nulle part, tout ça. Il y a déjà plein de choses qui se passent dans nos institutions qui vont en ce sens-là et auxquelles, je veux dire, même malgré nous, souvent, on participe. C'est quoi la place de la culture dans les cégeps? Si vous regardez, là, on vit au quotidien dans les cégeps, combien de conférences ont lieu? Je ne sais pas dans vos cégeps, mais chez nous, parfois, c'est difficile de réussir à organiser une conférence, d'avoir une salle. Souvent, les salles sont réservées pour des foires de l'emploi, des journées carrière, ce genre de choses. D'ailleurs, quand il y a eu les dernières coupures, je pense qu'il y a beaucoup de cégeps. Une des premières choses qu'ils ont coupées, c'est les budgets de conférenciers. Donc, les activités culturelles, il y en a. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas du tout. On en organise avec beaucoup d'enthousiasme et d'effort. Ça a été mentionné, mais quand on fait le marketing autour des cégeps, c'est rare qu'on va vous dire on est des super profs de philo, on a plein de gens qui développent la pensée critique, on va insister sur des programmes qui vous permettent d'avoir un emploi, sur l'expérience étudiante, c'est le fun d'être au cégep, il y a de la radio, l'équipe de football, tout ça, mais la vie culturelle, c'est pas ça souvent qui est mis de l'avant. Donc, un autre élément... Donc, on est on l'a vu, j'en ai parlé là, quand je me suis intéressée il y a 2 ans à l'assurance qualité, une technocratisation de l'enseignement. Donc, de plus en plus, le côté, je veux dire pédagogue, pas qu'il ne faut pas être pédagogue, bien sûr, mais prendre de plus en plus de place et le côté disciplinaire de moins en moins. Les journées pédagogiques, je vais dire peut-être que c'est juste au cégep où je travaille, mais je n'ai pas l'impression en parlant avec des gens. Mais les journées pédagogiques, quand est-ce qu'on a des activités qui concernent la discipline qu'on enseigne?
Il arrive d'avoir, évidemment, des formations pédagogiques très, très générales, même des conférences on a eu synergologie, là, la lecture des expressions faciales qui disent des choses. Un ex-athlète olympique qui vient nous parler de kayak en équipe, puis que quand vous pagayez tous dans le même sens, ça fait une bonne équipe de travail. Donc ça, c'est une journée pédagogique dans un cégep. Même nous, en département. Donc, les réunions départementales, bien souvent, on les tient pour répondre à des demandes administratives, donc réviser les plans cadres, adopter des politiques. Quand est-ce qu'on tient des réunions départementales pour parler de philo ou de littérature? Ça, c'est très rare. Toute la question du perfectionnement, on est encouragé vers les fameuses formations performants qui peuvent être utiles, mais être encouragé à aller suivre des cours de niveau doctorat ou de niveau maîtrise en philo, en littérature, c'est très rare. Si vous regardez aussi vos bibliothèques, je ne sais pas, mais nous, à la bibliothèque, il n'y a pas d'abonnement à des bases de données ou des revues scientifiques. Donc, c'est qu'on considère que ce n'est pas nécessaire de poursuivre notre formation, nos lectures dans notre discipline. Donc, on n'investit pas là-dedans. Et finalement, la dernière chose, peut-être aussi, qui nous touche de près, même dans nos classes, la fameuse approche par compétences qui est instaurée par la réforme Robillard. Le fait qu'on soit amené dans nos cours à guider par l'atteinte d'objectifs. Donc, par exemple, vous le savez, en 101, l'objectif, pour les étudiants, c'est d'être capable de traiter d'une question philosophique. En 102, discuter de conception philosophique de l'être humain. En fond, l'objectif, c'est d'être capable d'écrire un texte qui montre la compétence. Donc, la matière philosophique est mise au service de l'évaluation. Donc, le but, c'est qu'ils réussissent à écrire des textes. Évidemment, c'est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être capable d'écrire des textes. Sauf que, de plus en plus, ce qu'on fait, ou ce que plusieurs d'entre nous font, parce qu'on est toujours pris dans cette tension entre transmission de la culture, transmission de la tradition philosophique et capacité d'écrire, on accorde beaucoup plus de temps à la méthodologie. On fait d'autres évaluations qui sont de la même forme que l'évaluation finale parce qu'on veut que nos étudiants réussissent. Fait que de plus en plus, malgré nous, nos cours deviennent un entraînement à réussir l'épreuve finale, ce qui enlève beaucoup de place pour d'autres activités pédagogiques qui seraient peut-être plus profitables pour le développement de la pensée, pour la réflexion critique. Donc, voilà. Sur ce portrait heureux et réjouissant. On ne fait pas que ça, évidemment, on fait aussi de la philo dans nos classes, heureusement. Donc, je vais conclure, en fait, en disant... moi, ce qui me frappe en lisant le rapport de Demers, c'est qu'on fait vraiment un pas de plus, un pas décisif vers la marchandisation de l'éducation, puis j'en dis un pas décomplexé même, parce qu'on ne se gêne plus trop pour mettre la formation générale de côté. On ne garde même pas un espèce de semblant de volonté d'avoir un fonds culturel commun. Mais donc, évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du comité Rouillé qui est supposé mettre en application les recommandations du rapport de Demers. Mais en attendant, j'ai envie de dire, il ne faut pas juste se concentrer sur qu'est-ce qui va arriver quand on va savoir qu'est-ce qu'on fait avec le rapport de Demers, mais aussi se concentrer sur les choses qui sont déjà à l'œuvre dans nos institutions d'enseignement, puis peut-être rappeler, surtout en temps de négo, que les profs devraient être au centre de nos institutions, puis peut-être rappeler le sens de l'éducation.